Alors Anastasia Colosimo, je l'ai dit en présentant votre livre, vous en prenez à cette loi, vous dites qu'elle avait de très bonnes intentions, mais qu'au fond ça s'est retourné contre nous, contre la société française. Pourquoi ? Je pense qu'effectivement l'intention au départ était bonne, enfin elle était bonne. En tout cas, tout le monde s'est dit c'est une loi formidable, on va pouvoir protéger les communautés. Et d'ailleurs, c'est à un moment, 72, où il y a deux choses qui se passent. D'une part, la mise en cause internationale du racisme. Et d'autre part, en France, un moment où la culpabilité revient. Donc c'est un moment aussi de culpabilité autour de la redécouverte de Vichy. Et donc cette loi, on l'a fait, elle est votée à l'unanimité quand même par les parlementaires, ce qui est assez rare. Et ça doit être noté. Et donc on se dit qu'on va protéger les communautés. Et on va les protéger surtout de toutes les insultes à caractère raciste, mais aussi au nom de leur appartenance à une ethnie. À une religion ou à une nation. Exactement. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire déjà rien que sur la loi, sur le fait que ce qui est mis en cause, c'est la provocation à la haine, la provocation à la discrimination et la provocation à la violence, comme si on n'avait pas le droit de haïr, ce qui est déjà assez étrange comme loi. On a le droit de haïr dans sa tête, mais on n'a pas le droit d'en faire la publicité. C'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi. La difficulté de cette loi, c'est qu'elle permet aux associations de porter plainte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout d'un coup, des associations vont pouvoir porter plainte au nom de communautés. Donc c'est un peu le modèle de la class action à l'américaine. Par ailleurs, il faut noter qu'en France, on est contre la class action. On a beaucoup de mal à faire justement des class action à l'américaine. Ici, ce qui se passe, c'est très simple. Le meilleur exemple de ça, c'est le procès contre Charlie Hebdo en 2007, fait par des associations musulmanes. Et pour comprendre la tragédie en fait de cette loi, c'est que à ce moment-là, des associations musulmanes vont porter plainte contre Charlie Hebdo et l'impression générale va être que les musulmans, tous les musulmans de France portent plainte contre Charlie Hebdo. À un moment certainement où beaucoup de musulmans ne savaient même pas que ce magazine existe. Vous voulez dire que quand une association porte plainte en se servant de cette loi, elle le fait au nom d'une communauté? Oui, c'est exactement le sens de cette loi. Et vous voyez le couac, c'est-à-dire que quand on a l'impression tout d'un coup que tous les musulmans de France portent plainte contre Charlie Hebdo, on a l'impression qu'il y a deux France. Et ça va complètement à l'encontre du modèle républicain, j'espère qu'on en parlera par la suite. Mais donc il y a une communautarisation déjà qui est très forte à ce moment-là, puisque tout d'un coup on parle des musulmans de France, on parle de l'islam de France. Et il y a un autre phénomène qui est tragique aussi, ça va être la prolifération des lois, puisque ça va donner lieu en fait aux lois mémorielles, la loi Guesso en 1990, sur le négationnisme, et ensuite toutes les lois sur le génocide arménien, la traite négrière, sur la loi Mekachera. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire qu'on va rentrer dans une concurrence victimaire, dans une concurrence mémorielle. Ça va donner aussi lieu à toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui de concurrence des communautés, et surtout de cette idée de deux poids, deux mesures, qui aussi est un fer de lance de beaucoup d'associations antiracistes. Emmanuel de Bono ? Oui, alors c'est intéressant quand même de rappeler qu'avant cette loi, il y a eu une première loi contre le racisme en France, qui a fait l'objet d'un décret le 21 avril 1939, et qui n'avait effectivement pas du tout ce même angle d'attaque, si j'ose dire. On était dans une... alors c'était le contexte des années 30 et ça c'était surtout en fait contre l'antisémitisme, puisque ne se posait pas vraiment en métropole la question du racisme anti-arabe ou anti-musulman, et c'était surtout sous le prisme de l'Union nationale. C'était vraiment le fil directeur de cette loi, et c'est vrai qu'elle était libellée différemment. Alors j'ai pas la chose exactement en tête, mais on se plaçait davantage. On parlait pas de communauté, on parlait des habitants aussi, parce qu'on voulait inclure les étrangers. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a un précédent qui a été donc évidemment immédiatement aboli par Vichy, rétabli au lendemain de la guerre, mais qui était incomplet, en tout cas satisfaisant, pour pouvoir permettre dans l'après-guerre à l'extrême droite renaissante et à l'antisémitisme qui se remanifestait à nouveau de pouvoir être contré en justice. Alors peut-être juste une remarque sur ce point que je trouve intéressante, cette première loi donc de 1939 qui s'intéressait plus à la question de l'antisémitisme, et vous venez de dire qu'il n'y avait nul besoin, enfin c'était pas la question du racisme contre les Arabes ou des choses comme ça, mais je pense que quand on dit ça, c'est important de se souvenir qu'en 1939, la France était encore coloniale. Donc ces questions de gestion du racisme telles qu'aujourd'hui on les traite, elles étaient traitées de manière complètement différente dans les colonies, et là il serait intéressant de voir quelles lois
régissaient ces colonies et est-ce que dans les colonies, il était possible d'avoir des lois antiracistes ou des lois qui protégeaient les sujets coloniaux. Voilà. Il faut se souvenir que la loi n'était pas la même en France métropolitaine et dans les colonies. Et dans les colonies, effectivement. Nadia Remadna. Alors moi je voudrais intervenir parce que bon, c'est vrai que ça fait des années qu'on parle du racisme, qui est raciste, qui n'est pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde se tape dessus et tout ça. Nous personnellement dans les banlieues, on est fatigués, on est épuisés, on n'en peut plus de ce débat qui fait justement, qui rajoute de la haine à nos jeunes qu'autre chose. On est des, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me répète peut-être, mais aujourd'hui, le racisme, il existe sûrement, il existe. On va certainement, il existe, mais il existe aussi entre noirs, entre arabes. Moi, je peux vous dire que les conflits, moi, je suis travailleuse sociale et j'y habite. Moi, j'habite dans les quartiers et je peux vous dire que le problème qu'il y a, le racisme qu'il y a entre arabes existe, entre noirs aussi existe, entre musulmans, entre chrétiens. Aujourd'hui, pour avancer, on ne peut pas revenir en arrière. Aujourd'hui, on a des enfants dans les banlieues. On a aujourd'hui dans les banlieues. Excusez-moi, ne m'interromps pas. Je n'ai pas. Non, j'ai pas dit. Non, j'ai pas dit que j'étais la seule. Moi, de là, j'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Laissez-moi. Je vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Alors, écoutez-moi. Tout simplement pour vous dire aujourd'hui, il y a des milliers. Je dis bien, il y a des milliers de mères, de mamans entre guillemets, de parents qui en ont marre de voir cette haine de règlement de compte de quartier. On en a marre de voir des politiques particulièrement de gauche, moi je suis pourtant, qui venait avec des tracts en nous disant, ils nous parlent, mes générations c'était la guerre d'Algérie, après il y a eu le racisme, la discrimination, aujourd'hui l'islamophobie, aujourd'hui on a créé des enfants qui ont une haine et qui nous disent de toute façon on nous aime pas, on nous déteste. Regardez, les politiques les confirment, les soi-disant intellectuels nous le confirment, de toute façon on fait quoi? Eh bien on va flinguer tout le monde. Alors aujourd'hui je crois qu'il faut apaiser les tensions. Aujourd'hui, la France va mal pour tout le monde. On a le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Moi, je suis travailleuse sociale moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis travailleuse sociale et je suis contente et heureuse d'être française parce qu'on accueille tout le monde. Aujourd'hui, vous n'avez pas de papier, on vous soigne. Vous êtes malade, vous n'avez pas de papier, vous avez le droit d'aller à l'école. Et le racisme que j'ai, moi, que je combats aujourd'hui, pourquoi j'ai fait cette brigade des mères? Justement pour une seule République. Pour qu'on ait une seule France. Après, je ne dis pas que tout est rose, attention, je ne dis pas que le racisme n'existe pas, attention, il existe, je ne dis pas la discrimination. Mais aujourd'hui, quand on lit les paragraphes que monsieur vient lire, moi, vous savez, souvent, je reçois dans mon bureau des femmes qui sont victimes de viols, des femmes qui sont frappées par leur mari de la même, et qui n'osaient pas effectivement, pas parce qu'ils étaient pudiques, moi, je n'aurais pas employé ces mots-là, parce qu'elles n'osaient pas, parce qu'ils ont eu une éducation où on ne porte pas plainte contre le mari ou contre le grand frère qui vous frappe parce que ça se faisait pas, et la mère qui disait comment tu vas pas emmener ton frère en prison parce que c'était plutôt culturel. Et aujourd'hui, les femmes qui osent... contre les femmes, elles touchent toutes les femmes. Non, laissez-moi finir. Je vais vous parler de... Moi, je parle de mon vécu. Moi, c'est pas une histoire qu'on m'a racontée. Moi, je prends pas une histoire par là, un livre par là, et j'écris. Moi, non. Moi, ce que j'ai dit, j'ai écrit un livre, c'est une réalité, c'est un vécu. Après, on n'a pas le même vécu. Tout le monde n'a pas le même vécu. Mais aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, les Français, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Les jeunes, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Qu'on se rassemble. Aujourd'hui, on a, rien que dans les banlieues, on a combien d'enfants qui aujourd'hui, on a au moins 3 jeunes, 4 jeunes qui meurent par an. Soit des règlements de compte, soit des départs en série, des mères qui pleurent. Alors aujourd'hui, moi je vous demande, aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière. On fait quoi? On refait une deuxième guerre? On fait quoi? On fait encore en deuxième mi-temps comme un match et on fait une deuxième guerre? Effectivement, il y a du racisme, il y a de la discrimination, ça existe. Il y a eu des mouvements. Chacun a une raison pour une autre, pour se battre, pour une raison qui, pour lui paraît normale. On a le droit, heureusement, chacun. Mais aujourd'hui, nous, dans les quartiers où on habite dans les quartiers. Vous vous rendez compte avec quoi? Nous, on veut de l'instruction, on veut de la culture. On en a marre qu'on vienne nous rabâcher tout le temps. Oh, le racisme, oh, ils vous aiment pas. Attention, faites la barre. De toute façon, vous faites un CV, on ne va pas vous prendre. Non, il faut dire à ces jeunes-là, si tu travailles, effectivement, tu peux réussir. Moi, si je me serais arrêtée à ma tête d'arabe, j'aurais rien fait. J'habite dans le 93. Que ça soit vrai, socialement. Non, mais il faut arrêter parce qu'on a des jeunes qui sont en haine. Ils ont la haine de la France. Il faut calmer. Si vous dites aux jeunes, si tu travailles, tu trouveras un emploi et envoie un CV et tu seras, mais il faut que ça soit vrai. Non, mais des fois, je vais vous dire un truc. Excusez-moi, peut-être, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai des mamans qui travaillent, qui font à Roissy, pas loin. Eh bien, vous vous rendez compte, il y avait des mamans qui travaillaient, ils avaient un responsable, entre guillemets, comme vous dites, Madame Blanc,
eh ben, il acceptait quand les mamans étaient malades ou l'enfant, il leur donnait 2-3 jours. Eh ben, récemment, ils ont eu un autre patron qui n'est pas, comme vous dites, qui est des nôtres, qui est arabe comme nous. Eh ben, ils leur retirent toutes leurs heures. Les mamans se retrouvent avec des salaires de 300-400 euros. Je vous en ai plein d'exemples comme ça. Alors si aujourd'hui on reste que je dire, oui, les autres ils sont méchants et nous on est les victimes, non, on ne va pas avancer. C'est pas de la méchanceté. On dit qu'il y a des méchants et des gentils. On dit qu'il y a une hiérarchisation du monde. On dit qu'il y a des systèmes de domination. Oui, ce dont vous parlez, c'est les conséquences du processus de ghettoisation dans les quartiers. Effectivement, tous les problèmes dont vous parlez sont parfaitement vrais. Maintenant, notre propos, c'est pas de dire que ça n'est pas vrai. En revanche, on ne peut pas vous laisser dire que entre les communautés, il s'agit de racisme. Il y a des tensions et une hostilité intercommunautaire. Mais laissez-moi, laissez-moi parler. Il y a des concurrences intercommunautaires, il y a des hostilités, il y a des conflits. Il y a des conflits. Il n'en reste pas moins que ce dont on parle, c'est d'un système qui hiérarchise l'humanité. Mais vous avez été incapable tout à l'heure de nous expliquer ce que c'est le racisme d'État. Vous avez vraiment été incapable. Donc vous parlez de structure, vous dites des mots comme ça. Des lois, c'est des lois, par exemple. Bon, par exemple, le contrôle au faciès. On est bien d'accord que les policiers qui contrôlent des jeunes en fonction de leur faciès, c'est bien l'État. Et tous les policiers sont racistes. Je ne dis pas tous les policiers sont je dis que les jeunes des quartiers sont contrôlés plus que la moyenne par Pourquoi tous les jeunes des quartiers policière. ne sont pas blancs? Je ne comprends pas. Les jeunes des quartiers sont contrôlés en fonction de leur couleur de peau. En fonction des quartiers, on ne va pas se batailler à chaque fois sur chaque mot. Oui, c'est ça. On a compris l'idée. On a compris l'idée. L'État, des lois, la loi de mars 2004 qui exclut les jeunes femmes de l'école est une loi scélérate, raciste, islamophobe, qui a exclu des jeunes femmes de l'école. C'est une loi de l'État. Ça vient de l'État. Donc ce qu'on appelle le racisme structurel, c'est bien celui-ci. Et celui qu'on combat, c'est donc bien celui-ci. Moi, par exemple, Nina Simone disait une chose très, très belle. Elle disait, moi, je m'en fous que monsieur et madame Dupont ne m'aiment pas. C'est pas la question. Moi aussi, je peux ne pas l'aimer. En revanche, ce qui, moi, m'atteint, c'est que l'État ne me considère pas et ne me traite pas à égalité avec le reste de la population. Donc, ce que dit Nina Simone, c'est qu'effectivement, le racisme de monsieur et madame Dupont, nous, on s'en fout, c'est pas la question. C'est pas une question individuelle, c'est pas une question interindividuelle. Il s'agit de sortir de ça pour politiser cette question. On est bien dans un rapport inégalitaire par rapport aux institutions de l'État. Aujourd'hui, il s'agit de mener un combat politique pour précisément aller vers de la justice sociale. Donc, ce que disait Valls, qui a été un aveu de sa part, et ça a été extraordinaire lorsqu'il a dit que dans les quartiers, il y a un apartheid, eh bien, on est d'accord avec Valls. Oui, il y a un apartheid, ce que vous êtes en train de dire, et il faut donc lutter contre cet apartheid social qui n'est pas que social, il est aussi racial. C'est tout ce que dit. Sabrina Goldman. Je voudrais revenir en arrière sur cette loi. Est-ce que la loi est bien faite en France? D'abord, je voudrais rappeler, et vous l'avez dit, que la liberté d'opinion, elle existe bel et bien en France. On a le droit de penser ce qu'on veut, on a même le droit d'être raciste. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est l'expression du racisme, d'en faire la publicité. Mais on parlait, vous disiez que cette loi finalement avait créé une forme de concurrence victimaire. Moi, je crois tout l'inverse. Au contraire, l'idée qui est sous-tendue au travers de cette loi, c'est au contraire l'universalisme. Quand la LICRA va porter plainte contre Éric Zemmour, pour avoir, vous parliez de contrôle au faciès, pour avoir, c'était 2010, vous vous souvenez, justifié la pratique illégale des contrôles au faciès en disant mais c'est parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait. Mais quand la LICRA le poursuit pour ça, effectivement que dans l'idée de cette loi, c'est porter la souffrance des victimes directes de ces propos, mais on n'a pas besoin d'être noir ou arabe pour être choqué, heurté profondément par ces propos. Et c'est bien en portant cette voix justement universaliste qu'on fait avancer les choses. Et je voudrais dire aussi, on peut critiquer ce modèle qui est effectivement un modèle, le modèle français, la France qui a été la première à prendre cette législation. C'est tout sauf le modèle français, la loi Pleven. C'est tout sauf le modèle français. Et là, on ne va pas être d'accord. Vous dites qu'il n'y a pas de concurrence. Mais par exemple, alors sans même parler de l'impression de deux poids, deux mesures chez les jeunes de banlieue quand ils disent en gros, la loi, c'est bon pour protéger les juifs et les chrétiens, mais c'est pas bon pour nous protéger quand on caricature le prophète. Sans même rentrer là-dedans. La question, par exemple, du génocide arménien s'est posée de manière
manière quand même très forte. Et les Arméniens ont voulu une loi type loi Guesso. Donc vous voyez, quand je parle de concurrence, elle est très très réelle. Et la question du deux poids deux mesures, elle est quand même énorme aujourd'hui. À l'après Charlie Hebdo, c'était ça quand même qui était dramatique. C'était les je suis Kouachi qui se sont fait condamner. C'était ceux qui disaient ah donc on peut caricaturer le prophète, mais il ne faut pas dire du mal de la... Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Et surtout, les associations en ont fait aussi, quelque part, un fonds de commerce. Et il y a des associations qui, de ces procès, ont fait un fonds de commerce. Parce qu'il y a les procès que vous faites, vous, ici, sur ce plateau, et d'ailleurs qui montrent très bien qu'il y a une discorde parfaite et totale entre les antiracistes, mais il y a les procès dans les tribunaux qui continuent et qui ne s'arrêtent jamais. Alors justement, oui, pardon. Mais pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de division dans la mesure. Mais la question, c'est pas pour vous. La question, c'est comment ça se passe, quels sont les procès, que pensent les Français. Enfin, pour en l'occurrence, j'espère que non. Tant qu'il n'y a pas de manichéisme, tant qu'on n'est pas effectivement dans l'opposition de certaines victimes à d'autres victimes, effectivement, sinon on dévoie de cette loi de sociologie. Mais attendez, le modèle d'une réalité qui est, par exemple, l'impression du deux poids deux mesures chez les jeunes. Vous me parlez de votre opinion sur cette réalité d'une impression. Alors, justement, je vous propose de rebondir sur ce que vous venez de dire, puisqu'il y a eu cette polémique depuis quelque temps, à savoir est-ce que l'islamophobie doit être assimilée à du racisme en France. Je propose de regarder quelques exemples, parce que sur l'islamophobie, le mot, là on est dans un problème de mots, tout le monde n'est pas d'accord. Écoutez, pour commencer, le président de la République.